Bonjour et bienvenue au WebTech SCS sur la cybersécurité. Qu'est-ce qui va changer pour les entreprises, notamment avec la réglementation, la directive NIS 2, Network Information Security 2, qui va bientôt rentrer en vigueur. On patiente quelques secondes, le temps d'accueillir les participants, et on va démarrer. C'est parti. Vous devriez voir mon écran. Bonjour et bienvenue donc au WebTech SCS sur la cybersécurité. On a voulu donner la parole aujourd'hui à plusieurs experts sur le sujet de la réglementation NIS 2, mais aussi sur une actualité fraîche autour du campus cyber. Alors j'ai un petit problème de slide, donc ça tombe mal. Bon. On va donc donner la parole à Célia Novak, déléguée régionale à la sécurité numérique de l'ANSSI. Normalement, ensuite, à Clément Rossi, délégué du campus cyber Euromed, qui a un petit problème de connexion qu'on va essayer de régler. Je vais passer ces slides sinon à la place. Puis à Damien Asco, responsable d'urgence cyber de la région Sud, qui va représenter le campus cyber de Toulon. François Clergeau pour le campus cyber de Sophia Antipolis, puis Guillaume Rioux pour Salon de Provence, directeur projet du PIAS de l'école de l'air et de l'espace. Donc bienvenue à tous. Est-ce que vous avez vos micros et caméras allumées? Donc on a voulu. Bonjour. Ouais, ok, super. Bonjour à tous. Bonjour. On a voulu donc donner un coup de projecteur sur ce texte de loi de la NIS 2 qui marque une étape quand même pour toutes les entreprises et les administrations de SCS notamment, qui va bientôt rentrer en vigueur et qui a pour objectif de protéger nos infrastructures et les services contre les cybermenaces qui sont toujours de plus en plus sophistiquées. Donc cette NIS 2 est une nouvelle étape dans la NIS 1, on va le voir avec Célia Novak, avec un champ d'application élargi. Donc il y a plus d'entreprises qui sont concernées, avec des fournisseurs de services numériques et plus de PME aussi, avec des exigences de sécurité accrues dans la gestion des risques, la surveillance des vulnérabilités, etc. Et plusieurs obligations qu'on va découvrir dans un instant. Donc, je passe la parole à Célia. Je vous désigne présentateur pour qu'on puisse mieux comprendre Merci cette Fabienne. nouvelle étape de la NIS 2. Donc, vous devriez pouvoir passer en mode présentateur dans quelques instants. Normalement, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Ah, bonjour Clément, super que vous soyez là. Ah, décidément Clément, tu réapparais à chaque fois. Voilà, c'est bon. Ok. Excusez-moi. Voilà. Très bien. Bon, maintenant que les problèmes techniques sont réglés, je vous propose effectivement de vous parler donc de la directive NIS 2. Donc pour rappel, donc je suis Célia Novak, je suis déléguée de l'ANSSI, donc qui est l'agence nationale qui porte les sujets de cybersécurité. Donc je suis déléguée pour la région PACA et avec mon binôme qui s'appelle Kevin Edon, on accompagne justement l'écosystème de la région à monter en maturité cyber en portant divers projets avec l'écosystème. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter donc la directive, notamment de voir ensemble quels sont les périmètres des entités qui vont être régulées, quelles sont les obligations effectivement, et comment aussi cette directive, qui est donc une directive européenne, va être transposée dans le droit français. À noter que vous allez le voir, le calendrier de transposition n'étant pas fini, cette présentation n'est pas exhaustive puisqu'il y a encore des choses qui sont en train d'être travaillées. Donc l'idée, c'est de vraiment vous donner les grandes lignes et puis ensuite, quand le projet de loi notamment sera finalisé, voté, il y aura des choses qui seront précisées. On pourra pourquoi pas refaire un webinaire en ce sens.
Donc pour commencer sur la directive, peut-être certains d'entre vous se demandent qu'est-ce que c'est finalement NIS2. Donc NIS2 pour Network Security Information numéro 2, ça veut dire qu'effectivement, il y avait une première directive qui existe depuis donc, 2017 et qui s'applique à des opérateurs dits de services essentiels. Ce sont par exemple les hôpitaux, les opérateurs qui distribuent des services de l'eau et donc qui exigent effectivement un certain niveau de cybersécurité pour des acteurs dits stratégiques. La nouvelle directive, donc numéro 2, elle a été publiée donc, le 27 décembre 2022 dans le journal de l'Union européenne. Et donc, elle doit être transposée dans le droit français ou dans tous les droits effectivement des pays de l'Europe d'ici octobre 2024. Vous allez voir, le calendrier a un peu changé en ce sens. Une deuxième question à laquelle on peut effectivement répondre ensemble, c'est qui est concrètement concerné. Par rapport à la directive, effectivement, une première, on a effectivement un périmètre qui va être élargi. Aujourd'hui, on a 18 secteurs qui vont être concernés. Je vais vous montrer effectivement lesquels. Voilà, l'énergie, le numérique, l'administration aussi, qui est une nouveauté. Et puis, du coup, ces entités privées ou publiques qui vont être concernées, elles vont l'être par rapport à leur secteur d'activité, premièrement, mais aussi en fonction de la taille et de l'entité ou du chiffre d'affaires qu'elles vont réaliser. On va le voir, c'est à partir d'au moins de 50 personnes ou un chiffre d'affaires de plus de 10 millions. Et donc, en ce sens, c'est aussi une nouveauté. On va avoir des entités dites essentielles versus des entités importantes. Et donc, finalement, on va avoir donc deux catégories d'acteurs avec des exigences qui vont être différentes parce qu'on estime aussi que tout le monde ne doit pas être dans le même panier. On va avoir parfois des exigences qui vont être plus importantes pour des entités qu'on va considérer comme plus critiques. Donc, ce sont les entités essentielles. Et finalement, on va vouloir atteindre un certain niveau d'hygiène informatique, je dirais l'hygiène de base pour les entités dites importantes. Par rapport au secteur, effectivement, vous pouvez le voir sur cette slide, il y a donc de nombreux secteurs qui vont être concernés, des secteurs, je dirais, un peu historiques comme l'énergie, les transports, la santé, et puis effectivement des nouveautés avec les infrastructures numériques, l'administration publique également, la gestion des déchets, la fabrication qui est quand même un secteur assez large, la recherche. Donc voilà en tout cas ce que la directive donne aujourd'hui quand on va sur le texte de la directive comme secteur concerné. Nous, côté français, on va reprendre effectivement cette liste et ensuite, à notre main, d'aller détailler finalement dans quels sont les sous-secteurs concernés. Par exemple, dans l'administration publique, aujourd'hui, on a une réflexion sur, on souhaiterait que les administrations centrales soient concernées, mais également des collectivités. C'est ce qu'on a proposé dans le texte de loi, notamment. Également, je vous parlais donc qu'il y avait un principe de proportionnalité entre les entités dites essentielles et importantes. On l'a déjà évoqué ensemble, donc avec des mesures de sécurité qui vont être différenciées. Et puis également, une régulation qui va être aussi différente. Côté MT, nous allons être l'entité donc de régulation. On va pouvoir aussi avoir on aura un pouvoir de sanction qui pourra s'appliquer. Et donc, on va pouvoir notamment venir réguler, je dirais même auditer, donc dans un certain sens, il y aura des différenciations selon le statut. Donc, une fois que je vous ai dit tout ça, vous allez peut-être vous dire, mais bon, moi, où je me situe? Voici un schéma qui peut vous permettre aussi de comprendre de manière schématique, hein, donc c'est simplifier surtout la règle de base. Donc finalement, en fonction de l'annexe, donc du secteur dans lequel vous allez vous situer, et en fonction effectivement de votre taille, vous allez donc être soit entité essentielle, soit entité importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, quand on parle de NIS2, ce sont plutôt des entités de taille moyenne et donc grande qui sont concernées, avec, je disais, plus de 50 employés. Pour les collectivités, aujourd'hui, s'il y en a parmi nous dans le public, on parle aujourd'hui d'un seuil à 30 000 habitants. Il y a des choses qui pourront peut-être être modifiées donc, avec le passage devant le Parlement. En tout cas, c'est ce qui a été présenté aujourd'hui. Le seuil, par contre, en tout cas, pour effectivement la directive sur le privé ne devrait pas évoluer en ce sens. Donc voilà ce que vous pouvez retenir et je vais un peu plus loin, enfin, ou en tout cas, j'avance un peu par rapport à ma présentation. Il y a des outils qui vont aussi vous permettre de savoir où vous vous situez, notamment avec un test, mais je vais vous le présenter plus en détail après. Finalement, une fois qu'on sait qu'on va être assujetti à la directive, quelles obligations, qu'est-ce qu'on va devoir appliquer concrètement?
Déjà, il faut savoir, et ça c'est une nouveauté, et c'est pour ça que la communication en ce sens est importante, on va devoir s'auto-désigner. Dans la première version de la directive, on avait un décret qui venait donc dire que oui, vous êtes assujetti à ce texte. Aujourd'hui, on est dans une logique inverse avec un principe d'autodésignation. C'est aussi lié au fait que côté ANSSI, on estime que 10 à 15 000 entités vont être concernées. Aujourd'hui, c'est à peu près 600. Donc, on a, avec cet élargissement des secteurs, forcément beaucoup plus d'entités et donc on va passer sur une logique d'autodésignation qui va être permise notamment par les outils que je vous évoquais. On va devoir aussi respecter certaines mesures de sécurité. Je vais vous les présenter dans les grandes lignes, même si aujourd'hui, le texte qui vient préciser toutes ces mesures n'est pas encore publié. Et puis, il y a aussi deux autres points, dont un que j'ai déjà un peu évoqué. Le premier, c'est de devoir déclarer effectivement ces incidents dits majeurs à l'autorité de contrôle, en tout cas celle qui pilote la directive en France, donc ce sera l'ANSSI. Et puis également, nous, on gagne un pouvoir de sanction en cas de non-conformité, avec effectivement, notamment parfois des sanctions financières qui pourraient être appliquées dans certains cas, comme la CNIL le fait pour le non-respect du RGPD. Concernant les mesures de sécurité, je pense que c'est ça qui va le plus vous intéresser. Finalement, aujourd'hui, donc, il n'y a pas encore le texte n'a pas été encore effectivement voté, donc on ne peut pas vous détailler toutes les mesures qui vont être précisées, mais néanmoins, on a déjà une idée des grandes orientations qui vont devoir être suivies. Et finalement, si vous lisez attentivement ces mesures, ça reprend un peu le b.a.-ba de ce qu'il faut respecter pour être aujourd'hui, je dirais, un bon niveau de sécurisation, de cybersécurisation. On a dans un premier temps effectivement un besoin d'aller faire de l'analyse de risque, comprendre pourquoi, quelles sont nos vulnérabilités, quelles sont nos entités et systèmes critiques, et donc du coup, qu'est-ce qui va ensuite orienter notre politique de sécurité. On va avoir aussi des process à mettre en place dans tout ce qui est gestion des incidents, tout ce qui est continuité des activités avec des sauvegardes, notamment, vous savez, ça a son importance dans la logique d'attaque par rançongiciel, tout ce qui est PRA, tout ce qui est dispositif de gestion de crise. Une nouveauté aussi, et c'est là où finalement on cherche à sécuriser la chaîne d'approvisionnement, on va aussi demander aux entités qui sont assujetties à avoir des exigences des avis des fournisseurs, des prestataires. Et donc finalement, si vous êtes assujetti à NIS2, eh ben, vous devrez exiger de vos prestataires, fournisseurs aussi des exigences. Donc on a une sorte de chaîne qui va découler finalement de cybersécurité. On va avoir aussi des enjeux autour de tout ce qui est acquisition, développement et maintenance des systèmes d'information. Également des politiques pour évaluer comment finalement on se situe en matière de gestion de risque. Et puis bien entendu des pratiques de base, peut-être que la formation des agents. Et enfin, quelques, je dirais, mesures un peu plus techniques, des exigences relatives à l'utilisation de la cryptographie, des exigences aussi vis-à-vis de tout ce qui est contrôle d'accès, gestion des actifs, et puis également tout ce qui s'oriente autour de la solution d'authentification, notamment la MFA, donc l'authentification à multifacteur, où il y aura des choses effectivement à mettre en place. Donc je disais par rapport à ces mesures, l'idée c'est d'atteindre donc un bon niveau d'hygiène informatique pour finalement faire face à la menace dite de masse, la menace surtout cybercriminelle. Un petit cas particulier par rapport à tout ça, effectivement, aujourd'hui, les acteurs donc, qui vont être concernés par NIS2 vont se référer du coup à la loi française parce que la directive est en train d'être transposée dans notre droit français. Un cas particulier par contre pour les acteurs du numérique qui, au niveau des mesures de sécurité, ne devront pas suivre celles qui vont être éditées par la France, mais plutôt celles qui sont données par la Commission. Et donc, elles sont disponibles depuis le 7 octobre. Elles ont été effectivement publiées. En ce sens, vous pouvez les retrouver donc, sur le site de la Commission européenne. Voilà dans les grandes lignes de ce qu'on propose la directive. Et donc, finalement, je vous propose de voir ensemble maintenant comment cette directive est en train d'être transposée dans le droit français au niveau national. Déjà, donc, c'est l'ANSSI qui porte ce projet auprès donc, du gouvernement avec un soutien aussi de la secrétaire chargée de l'IA et du numérique. Et donc finalement, nous, ce qu'on a en tête comme grand principe,
c'est que ce dispositif, il ait un réel impact sur la sécurisation des entités. On va vouloir effectivement mettre en place des exigences qui sont aussi adaptées au contexte de chacun. Et puis, on aura aussi tout un travail d'accompagnement qui sera mis en place pour que l'impact soit réel. On va bien entendu prendre en compte la diversité des situations des entités. Et puis, bien entendu, vous en doutez, on a un enjeu de communication à vous informer tout au long de la transposition et puis de la mise en place effectivement de la loi. Et en ce sens, on construit déjà avec les écosystèmes concernés les règles de sécurité, la manière dont ça se transpose, et on continuera ce travail. Dans le droit français, en ce moment, où est-ce qu'on en est finalement dans cette transposition? Le projet de loi, il faut le savoir, a été présenté donc en Conseil des ministres le 15 octobre dernier, et donc il sera ensuite déposé au Parlement pour être voté. Avec la situation donc politique qu'on a connue cet été, on a eu un peu effectivement de retard dans le calendrier initial. Néanmoins, donc c'est en cours et effectivement d'ici la fin de l'année, on espère avoir un peu plus de visibilité sur la loi et la transposition donc de la directive. À noter que le cadre réglementaire évolue au niveau européen. Il y a plusieurs choses effectivement qui arrivent, dont DORA qui s'applique au secteur bancaire très spécifique. Et on travaille aujourd'hui une articulation et une simplification du cadre réglementaire pour éviter justement qu'on ait un millefeuille. Pour continuer dans ce sens, vous en doutez, on a besoin d'outils pour déjà communiquer et vous accompagner. Il y a un premier outil que vous pouvez noter finalement qui sera mis à votre disposition, c'est Mon Espace NIS2. Aujourd'hui, si vous vous connectez donc sur cette plateforme, cette page web, vous pouvez déjà retrouver toutes les informations sur NIS2. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre si vous voulez reprendre à tête reposée ce que j'ai pu vous présenter, les secteurs, les exigences, etc. Et puis, vous pouvez déjà faire un test pour savoir si effectivement votre entité sera régulée ou non, sera concernée par la directive. Alors, je le disais, puisque le texte de loi n'a pas encore été voté, il y a toujours quelques ajustements qui vont être faits au niveau du Parlement. Donc, il faut quand même prendre ça pour une orientation. Néanmoins, attendez bien entendu que le texte de loi soit complètement voté pour ensuite refaire un test et être sûr qu'effectivement, il n'y a pas des choses qui aient pu, je dirais, bouger, évoluer, notamment pour le cadre du public. Là, il y aura peut-être quelques discussions en ce sens au niveau des parlementaires. Et ensuite, cet outil pourra être aussi mis à votre disposition pour que vous puissiez aussi vous y enregistrer donc quand vous êtes concerné par la directive. Et donc, n'hésitez pas à aller voir ce site assez souvent puisqu'on met de toute façon à jour toutes les informations sur la directive. Un autre outil qui peut exister et qui permettra notamment pour les plus petits de monter en maturité ou alors pour permettre aussi à vos prestataires de monter en maturité, c'est le dispositif Mon Aide Cyber. C'est quelque chose qui a été mis en place par l'ANSSI récemment et qui propose finalement un diagnostic qui fait le tour un peu des exigences et de différents pôles qui permet notamment de identifier son niveau de maturité cyber à un instant T et en ce sens de proposer une feuille de route cyber avec des actions prioritaires en fonction de la réponse que vous avez donnée de votre propre contexte. Là, je dirais, là, on va plus loin avec cet outil, Mon Aide Cyber, c'est qu'on a bien, donc déjà, c'est un service qui est rendu gratuitement par une communauté d'aidants qui a été formée par l'ANSSI. Vous pouvez retrouver effectivement cette communauté au travers de Mon Aide Cyber ou en demandant directement donc, à l'équipe. Et donc, ce diagnostic qui est réalisé à titre gratuit propose donc bien des actions qui sont orientées. On n'est pas sur des actions telles qu'on va lire dans un guide qui sont assez génériques. Donc là, ça va être orienté à votre propre contexte. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire et à demander de l'aide donc, sur la page Mon Aide Cyber. Et en ce sens, en PACA, effectivement, plusieurs entités ont été formées et peuvent appuyer donc, la démarche. Et puis, bien entendu, il y aura forcément les campus ou le CICERT qui appuieront aussi toute cette dynamique d'accompagnement autour de NIS2. Nous, côté ANSSI, on va mettre en place donc des outils, que ce soit des guides, des référentiels, des dispositifs tels que celui que je viens de vous présenter pour continuer à massifier et à vous accompagner. Et puis, nous appuyons forcément sur des relais locaux pour que cet accompagnement autour de la directive soit la plus pertinente possible. J'en ai fini de mon côté. Je suis allée finalement peut-être assez vite, mais pour aussi vous laisser le temps de poser des questions, puisque je pense que certains d'entre vous en ont.
Donc, je vous laisse la parole, Fabienne. Je pense que c'est toi qui joues la maître du jeu avec les questions. Oui, tout à fait. Merci Célia pour cette présentation. Avant de passer aux différentes présentations et spécificités des 4 campus cyber de la région, pour voir les synergies et les différentes offres communes et spécificités, j'ai une question, effectivement, qui reprend le début de ta présentation sur le périmètre des entreprises concernées, où tu as parlé des entreprises d'un certain secteur avec une certaine taille, etc. Donc, est-ce que le périmètre de cette NIS 2 prend en compte les 3 critères, qui sont le secteur, la taille et les critères essentiels, ou quel est le périmètre exactement? Est-ce qu'il faut les 3 en même temps, les 3 critères ou pas? Alors, effectivement, il y a 2 critères, je dirais. Le secteur, essentiellement. Et là, Mhm. effectivement, vous pouvez reprendre donc les 18 secteurs. Et puis ensuite, la taille, elle va être définie, donc effectivement, soit par le nombre euh, d'employés et ou le chiffre d'affaires. Donc, par exemple, on peut quand même avoir une organisation qui fait un chiffre d'affaires de 10 millions, mais par contre, qui a, je dirais, 48 employés. Là, on est un peu entre les deux. Donc là, c'est le chiffre d'affaires qui va compter. Par contre, effectivement, à l'inverse, une entité qui a 55 employés, qui fait un peu moins de 10 millions, elle va être aussi concernée dans le cadre du secteur. Donc, secteur et ou taille, chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'il faut le voir. D'accord, ok, merci beaucoup. On va passer maintenant à la présentation de Clément Rossi, qui est connecté. Je ne sais pas si Clément Oui, bonjour. peut partager Bonjour ton à tous. écran. Oui, effectivement, j'ai eu quelques difficultés de connexion, je suis désolé. Je suis depuis mon téléphone, donc en fait, je ne sais pas si je peux passer la Ah, présentation depuis mon je téléphone. t'ai désigné comme présentateur, mais ça ne marche pas. Non, mais c'est pas ça, c'est que je suis pas sûr d'avoir la présentation sur mon téléphone, mais c'est pas très grave. D'accord. Je vais essayer de faire sans, en Ok, prenant c'est-à-dire que c'est à moi de présenter les slides alors. si tu peux le faire, oui, sinon c'est Ok, pas grave. alors je vais me désigner comme présentateur. Ok, 2 minutes. Vous devriez, je pense, voir dans quelques secondes mon écran. Et on passera, n'oubliez pas qu'il y a d'autres questions pour toi, Célia, mais comme convenu, on les passera dans la session Ça après. marche. Est-ce que vous voyez mon écran? Hop, oui, enfin de mon côté. Hop, Ok. bon. Euh, Donc, Campus Alors, Cyber, région Sud Euromed. Donc, effectivement, pour rappeler un peu la dynamique, donc ça fait suite à un projet national qui est autour de la défense, à l'initiative du président de la République, et qui vise à fédérer, à rassembler l'ensemble des acteurs de la cybersécurité dans un lieu totem, avec 3 objectifs qui étaient 3 objectifs majeurs: accroître les collaborations et les synergies entre l'ensemble des acteurs, en particulier sur la dimension opération, partage de renseignements et de méthodologie d'attaque sur la menace. De pouvoir ensuite travailler sur des communs, des sujets d'intérêt qui sont transverses, et en particulier tout ce qui est lié au talent et au RH. Et le troisième, c'était de servir de vitrine de l'excellence française en cybersécurité pour l'international. Ce projet de campus cyber, il se décline donc dans les différentes régions. Et donc la région Sud s'est saisie du sujet avec un projet, une feuille de route et un projet de campus cyber à l'échelle régionale qui donc s'incarne par la création de 4 lieux campus cyber à l'échelle régionale. Donc Aix-Marseille, Euromed, dont je suis le représentant, Toulon, Sofia et Salon de Provence. Le tout donc sous animation de la région, sous coordination de la région. Et l'idée, c'est que évidemment, on puisse travailler ensemble et proposer à la fois un socle commun de services, d'outils qui soient mutualisés.
Donc sur Aix-Marseille, la spécificité, la dynamique a été initiée par des grands acteurs du territoire industriel, donc CMA CGM pour pas les nommer, CMA CGM, Aéroport, CEPAC et Unitel Group. Et donc avec la volonté de pouvoir créer comme ça une plateforme qui s'inscrit dans le cadre et qui soit labellisé Campus Cyber à l'échelle régionale et pour le pôle territorial d'Aix-Marseille. Donc les missions du campus cyber et des campus cyber, parce que finalement là il n'y a pas de spécificité propre à Marseille, mais c'est le cas de tous les campus, que ce soit à l'échelle régionale ou même à l'extérieur des différents territoires. Les objectifs et missions d'un campus cyber, ils sont de 3 ordres. 1, augmenter le niveau de cybersécurité global du territoire et de ses acteurs, donc faire en sorte que les entreprises, le tissu économique, les collectivités, les organisations du territoire aient un niveau de cybersécurité qui soit rehaussé. Et en particulier dans un contexte d'inflation de la réglementation, Célia en a parlé avec l'arrivée de textes, NIS 2 en l'occurrence, mais aussi effectivement DORA ou le Cyber Resilience Act, qui vont quand même pousser et toucher un nombre beaucoup plus important d'entreprises. Le deuxième objectif d'un campus cyber, de tout campus cyber, c'est évidemment de pouvoir fédérer et d'animer son écosystème local de cybersécurité et sa filière de cybersécurité, c'est-à-dire les prestataires, partenaires, offreurs de services, de solutions, sociétés de conseil, d'accompagnement en cybersécurité sur le territoire. Faire en sorte que donc il y ait des expertises qui soient mises à profit et qui bénéficient aux gens qui ont besoin de cybersécurité. Et le troisième volet, qui est un volet qui est absolument essentiel, évidemment, parce que on ne peut pas réaliser ni le point 1 ni le point 2, c'est le volet RH et le volet talent. Donc comment faire en sorte de fédérer les formations du territoire, de pouvoir offrir et assurer des débouchés pour les gens qui sont dans ces formations-là, sur les offres d'emploi, de stage, etc., pour faire en sorte que les gens du territoire restent travailler sur le territoire avec un bon niveau et des attendus professionnels. Et puis de travailler évidemment sur toute la partie attractivité, valorisation des métiers et de la filière cybersécurité. Tu peux juste remonter la slide, pardon, en haut. Hop, voilà, parfait. Donc pour atteindre ces missions et ces objectifs, finalement, c'est une déclinaison autour de 3 axes que l'on a. Donc un qui est une plateforme numérique qui s'appelle ARES, qui a été co-développée sous l'égide de la région, ici, région sud, qui est donc une marketplace de la cybersécurité qui vise à référencer finalement tous les prestataires, partenaires, experts locaux de cybersécurité afin d'orienter les gens et les entreprises du territoire qui ont besoin de ces expertises-là vers les gens qui sont au plus proche de chez eux. À ce volet marketplace va normalement prochainement arriver un deuxième lot, donc toujours pareil, plateforme numérique, sur le volet RH justement, de pouvoir recenser les formations du territoire, de pouvoir faire rentrer les étudiants de ces formations-là sur la plateforme pour pouvoir ensuite valoriser et diffuser les offres d'emploi qui sont susceptibles de les intéresser en local. À ce volet plateforme numérique, on y a ajouté une plateforme physique, un lieu, qui est un lieu qui se veut être un lieu ressource, dont nous avons donc inauguré nos locaux cette semaine, qui est donc situé à Marseille, Tour-le-Mirabeau, dans le quartier d'Euroméditerranée. Et donc ce lieu ressource, il va agréger les acteurs, il a vocation à agréger les acteurs de la cybersécurité, entreprises, de services, de solutions, et puis l'écosystème au sens très large. Ce lieu, c'est un lieu ressource parce qu'en lien avec la plateforme, nous allons proposer un certain nombre d'infrastructures techniques ou de documents permettant d'avoir un premier niveau de service d'accompagnement, d'orientation auprès des sociétés qui sont en demande de cybersécurité, avec un focus particulier qui est sur la gestion de crise et notamment la préparation et l'exercice
en matière de gestion de crise, avec des salles de gestion de crise qui vont être entièrement équipées. Et puis le troisième volet, c'est pour pouvoir animer et faire vivre la communauté cyber tout au long de l'année. Ça passe par une programmation qui est une programmation à la fois événementielle, de production de contenu, etc., pour faire vivre et diffuser largement la cybersécurité, la culture cybersécurité et valoriser, encore une fois, à la fois les profils, les personnes qui travaillent dans le domaine et puis les métiers qui en sont liés. Donc pour reprendre le déroulé et faire le lien avec la présentation de Célia, aujourd'hui, il y a quand même un enjeu qui est un enjeu important, du fait de l'arrivée de NIS 2 en particulier, qui est un peu ce passage à l'échelle de la cybersécurité. Jusqu'à présent, en termes de réglementation, il y avait soit quelques réglementations prudentielles liées à certains secteurs d'activité, je pense au monde bancaire, qui est très régulé, ou des réglementations type loi de programmation militaire qui sont en place depuis 2013 et qui concernaient finalement un nombre restreint d'OIV, d'opérateurs d'importance vitale. NIS 2 allant être appliqué, c'est véritablement un changement d'échelle et donc il y a nécessité, en lien avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de ce continuum de sécurité, entre l'action qui est menée par l'ANSSI, les actions qui sont faites par la gendarmerie, évidemment l'action du CSIRT qui sera présentée, l'action de cybermalveillance, les prestataires et partenaires, les experts locaux. Il y a besoin de pouvoir accompagner et être un peu le relais, le guichet unique sur les enjeux et la cybersécurité au plus proche du territoire et de ses acteurs. Et c'est ce rôle-là qu'ont les campus territoriaux. C'est vraiment d'être inséré dans le tissu économique au plus proche des écosystèmes pour servir de guichet unique, d'orientation, d'accompagnement des structures dans leur démarche de cybersécurité. Et il y a donc un enjeu qui est de, évidemment, augmenter le niveau de cyberprotection, qui est absolument nécessaire compte tenu aujourd'hui de la typologie des attaques et du fait que la moindre PME est concernée par les sujets de cybersécurité et peut être une cible potentielle, mais également de pouvoir aussi travailler auprès des industriels et des acteurs économiques pour accompagner leur transformation numérique métier et pouvoir y insuffler de la cybersécurité. Alors bon, on s'adresse ici à des adhérents du pôle SCS, donc des gens qui manient des technologies de l'IoT, etc., qui ont a priori une maturité en termes de cybersécurité qui est un peu plus élevée que la norme, mais c'est pouvoir travailler dans des secteurs d'activité ou dans des verticales métiers, où là, il y a une transformation profonde des métiers. Je pense par exemple à l'industrie, à la santé, où il y a des objets connectés qui sont à peu près partout, avec, pour ce qui concerne l'industrie, des systèmes, des machines, des protocoles qui sont assez anciens. Et donc, il y a besoin, en transformant les outils de production, en y ajoutant du numérique à des fins de performance économique, il y a besoin de pouvoir prendre en compte très nativement la cybersécurité. Et c'est aussi ça, le rôle d'un campus cyber, c'est d'accompagner finalement la transformation numérique de l'économie. Donc voilà en quelques mots ce que nous, à Euromed, mais finalement ce n'était pas que Euromed, c'est les campus cyber, nous allons faire ce que nous souhaitons proposer. Donc nous allons avoir des adhésions d'un côté pour les membres et puis des partenaires côté plutôt offreurs de services, de technologies et de produits. Ok, merci beaucoup Clément. C'est très clair. On va passer maintenant au territoire de Sophie Antipolis avec François Clergeau qui va nous présenter les spécificités de cet écosystème dynamique qui a bénéficié également d'un label IA Cluster récemment. François, je te désigne présentateur pour que tu nous puisses partager un peu Merci Fabienne et bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Alors... Est-ce que vous voyez mon écran, Fabienne? Oui, tout à fait. On voit ton écran, c'est parfait et on t'entend bien. Donc, ok, et c'est la bonne présentation. Ok. Ravi à toutes et à tous. Après la brillante présentation de Célia sur NIS 2 et très technique et opérationnelle et sur la présentation du campus Cyber Euromed qui vient d'ouvrir ses portes et d'inaugurer,
Au niveau de Sophia, alors je reviendrai sur le socle que l'on partage avec les quatre campus cyber sur la région, avec les liens forts avec l'ANSSI, CSIRT, etc. Pour Sophia, donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on fait partie de l'aventure et ça, c'était primordial compte tenu d'un écosystème déjà très fort et implanté en matière de cybersécurité. Alors, on a la chance d'avoir plusieurs verticales en matière de cyber sur Sophia et notamment aussi en électronique embarquée, donc toute la partie hardware avec beaucoup de centres de design au niveau électronique qui vont aussi travailler sur les enjeux de la cyber dans les chips directement dans les processeurs. On a les parties logicielles, les parties effectivement opérateurs et on a déjà un grand nombre d'opérateurs qui sont présents au national et au campus cyber national. Je vais y revenir aussi. Donc, tout cet écosystème déjà constitué en matière d'entreprise voilà, constitue un socle important. La deuxième partie, ça concerne la partie académique et la formation. Évidemment, c'est je sais, pardon, j'ai pas, voilà, j'ai pas accès à la si c'est bon. Je vais y revenir. Donc oui, la partie académique et formation qui est aussi et recherche qui est aussi très très présente. Le troisième pilier, c'est la partie associative. Je pense à des associations comme Télécom Vallée, notamment, qui ont déjà un grand nombre d'événements et d'adhérents qui sont investis dans la cyber. Et le quatrième et dernier pilier concerne la partie publique que je vais évoquer aussi. Donc, comment à un moment les collectivités publiques ou les syndicats ou les villes et les agglos peuvent à un moment venir en accompagnement aussi des plus petites communes ou d'entités type hôpitaux, etc. et faire bénéficier de leur expertise. Donc, voilà un petit peu comment s'est constituée la dynamique du campus cyber de Sophia Antipolis. Juste avant de passer à la slide, là, vous avez une vue du ciel d'un bâtiment qui est en construction et qui préfigure le futur lieu totem du cybercampus de Sophia. L'enjeu étant pour Sophia, comme on est sur un territoire, un périmètre assez contraint géographiquement, l'enjeu n'était pas de rassembler l'ensemble des acteurs sur le même lieu, puisque finalement tout le monde est distant de peu de kilomètres, mais plutôt d'en faire un lieu de rencontre et de networking, d'événements. Donc, ce lieu sera livré en fin 2025 et permettra justement à cette communauté cyber de se rencontrer également. Mais aujourd'hui, c'est un cybercampus hors les murs et qui va se dérouler un peu dans toutes les entreprises, associations, universités, selon les événements et selon les projets qui y sont menés. Je ne reviens pas sur les… Pardon, Fabienne, oui. Non, pardon, j'avais peur que je voyais une image bloquée. Ok, non. Je ne reviens pas sur les processus de candidature. Clément l'a bien expliqué par rapport aux quatre sites en région avec Euromed, Salon de Provence et Toulon, et bien sûr Sophia, avec chacun une spécialité un peu différente ou des verticales liées à la géographie, liées à la dynamique déjà portée par les territoires, entre l'armée de l'air et de l'espace, entre l'armée pour Toulon et la partie maritime, Euromed sur la partie industrie, comme le rappelait Clément, mais pas uniquement. Et Sophia, on a souhaité taguer un peu ce cybercampus IA et cyber, comme tu le spécifiais, Fabienne, avec effectivement un enjeu de corrélation entre la cybersécurité et l'IA qui est de plus en plus prégnante dans les entreprises et dans les laboratoires. Donc, effectivement, nous avons eu la chance d'avoir le 3IA depuis 2018 ou 2019, donc l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, qui de nouveau a été labellisé en IA Cluster. Donc, ce sont les nouvelles appellations pour ces hotspots d'intelligence artificielle, maintenant au nombre de 9 sur le territoire national. Auparavant, nous étions 4 et là, il y a 9 sites. Donc, tout ça, c'est pour encourager la partie recherche publique et bien sûr privée et
la cyber y trouve complètement sa place. Je vous l'ai dit sur la partie électronique embarquée, logiciel, serveur, cloud, etc. Donc aujourd'hui, notre dynamique de cybercampus, alors elle est portée à ce stade par notre équipe, par l'agglomération de Sophia Antipolis. C'était le temps que ça se mette en place et certainement que le modèle évoluera vers un nouveau type de gouvernance avec des entreprises et d'autres partenaires. Mais à ce stade, voilà, c'était porté comme ça pour faciliter la construction. Bien sûr, la co-construction est à la base de ce projet et donc il y a beaucoup de discussions avec l'ensemble des partenaires et chacun va y amener un niveau d'expertise et de compétences. Un sujet qui a été peut-être évoqué, mais l'attractivité du territoire au sens global est très importante. Sur Sophia, on vit aussi beaucoup avec des implantations exogènes sur le territoire. Et à un moment d'être flagué intelligence artificielle et campus cyber permet aussi à des entreprises extérieures, alors qu'elles soient extérieures de la zone PACA et plus singulièrement aussi qu'elles soient mondiales. Ça permet aussi de faciliter les choix d'implantation parce que vous savez que vous allez trouver un écosystème voilà, important. Je pense récemment, l'entreprise Kyndryl s'est implantée sur Sophia. Ils sont déjà présents au campus cyber sur Paris. Et ben voilà, ça c'est l'exemple d'implantation où à un moment, ça peut faire la différence parce que vous savez que vous arrivez dans un environnement constitué et sur lequel vous allez pouvoir aussi peut-être avancer encore plus vite. Le campus hors les murs, je vous en ai parlé, même si derrière, il y aura une traduction effectivement bâtimentaire de rencontres. L'enjeu de la formation, de l'attractivité aussi des talents, c'est-à-dire on a une pénurie de talents et ça a été évoqué aussi tout à l'heure. L'enjeu d'avoir des entreprises aussi en nombre important à l'échelle de la région, hein, toujours, par rapport à d'autres régions françaises, permet aussi à des candidats et des candidates de pouvoir se positionner plus facilement parce que vous avez un choix beaucoup plus large. La plateforme régionale, Clément l'a évoqué, donc on souhaite aussi être dans cette dynamique d'offreurs de compétences et de recherche de compétences pour les entreprises et les structures publiques. Et enfin, la partie académique, parce qu'il y a un grand nombre écoles d'ingénieurs, c'est déjà le cas avec par exemple le RECOM, ou avec des laboratoires de l'Université Côte d'Azur, mais il y a aussi un certain nombre d'autres acteurs d'écoles dans le numérique. Je pense à Innov Campus, à Saint-Plon, à École 42, qui ont aussi des choses à faire valoir en matière de cyber et du coup qui trouvent des terrains d'accueil, d'alternance, de stages et de projets sur le territoire. Donc cette expertise académique et des formations supérieures, c'est vraiment aussi primordial. Et sur la partie effectivement publique, donc nous sommes, voilà, on porte le projet en tant que collectivité publique. On a la chance d'avoir une direction des services informatiques et numériques très au fait en matière de cyber et qui travaille beaucoup à aussi accompagner d'autres structures publiques. Et donc avec le CICTIAM, qui est aussi l'acteur du numérique pour le département des Alpes-Maritimes, il y a un vrai enjeu à pouvoir accompagner, aider, former, sensibiliser. Et tout ça, ça se fait bien sûr, on le disait, avec l'ANSSI, avec le CCIRT, avec d'autres structures et bien sûr les associations pour faire monter tout le monde en compétences et en sécurité. Donc il y a vraiment, on poursuit sur ce cybercampus plusieurs enjeux, à la fois d'attractivité, à la fois de renforcer notre position à l'international sur ces aspects-là, de monter en compétences, d'accueil de nouveaux talents, et puis bien sûr de réponse aux attaques. Voilà, donc ça c'est important. Et derrière tout ça, ça va se traduire par des événements qui existent déjà ou qui vont se développer, portés soit par nous en tant que public, soit par des associations. Je reviens sur Télécom Valley avec les Azure Winter, Azure Summer, où il y a toujours une partie cyber. Il y a le Sophia Hack Lab aussi qui intervient beaucoup sur ces choses-là, la maison de l'intelligence artificielle qui a aussi beaucoup d'actions, voilà. Et tout ça aussi en cohérence avec les pôles, bien sûr, Fabienne, comme le pôle SCS qu'on a la chance d'accueillir entre autres dans nos locaux. Voilà un petit peu comment aujourd'hui
on avance et on voit les choses avec un prochain rendez-vous qui est le Sophia Summit sur l'intelligence artificielle au mois de novembre et également le Azure Winter de Telecom Valley, où il y aura pas mal de choses entre IA et cybersécurité aussi. Et puis, effectivement, j'en parlais, la partie recherche publique sur l'Institut 3IA ou IA Cluster. Et il y a également le pendant recherche privée qui est ICARE, qui concerne 14 grandes entreprises internationales sur Sophia et qui mettent leurs chercheurs privés aussi à destination de ces programmes, et notamment en cyber. Je pense à SAP, à Amadeus, etc., qui sont des gros faiseurs en IA et en cybersécurité. Donc voilà un petit peu comment on s'inscrit. On s'inscrit aussi bien sûr dans la stratégie régionale IA, puisque la cyber va être aussi très présente, et dans territoire d'industrie, on a souhaité aussi porter ces enjeux-là. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas fait de lancement officiel, ça devrait intervenir avant la fin d'année, mais l'écosystème est déjà très mobilisé et on fera des groupes de travail, on fera des dynamiques selon les compétences de chacun. Donc, stay tuned parce que ça va, ça va s'amplifier dans les semaines et mois à venir. Voilà. Super, merci beaucoup François, merci pour toutes ces initiatives. On a hâte de participer effectivement aux différents groupes de travail et autres. Donc là, on a découvert 2 campus cyber de la région, donc Marseille, Euromède et Sophia Antipolis. Et maintenant, on va passer à Toulon avec Damien Asco qui représente Didier Guggenheim, je crois, qui va nous présenter les spécificités du CCIRT notamment et du campus cyber de Toulon. Donc Damien, je vous désigne présentateur pour qu'on puisse découvrir Merci Fabienne. le campus Est-ce que cyber vous avez de mon Toulon. écran? Oui, moi je le vois. Très bien. Eh bien, merci. On peut le passer en mode plein écran. Pardon. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je suis Damien Asco, le responsable, excusez-moi, du CCIRT Urgence Cyber Région Sud, qui est le centre d'urgence et de réponse aux incidents au profit des acteurs du territoire, donc soutenu par la région et l'ANSSI, décidément. Je ne sais pas pourquoi ça passe, excusez-moi. On voit bien, hein, Donc, c'est bon? Ouais, mais j'avais l'impression, voilà, ça bascule. Vous aussi? Oui, il y a une petite latence, mais d'accord. Ça dépend de la bande passante du réseau. réseau. Je suis désolé. Pas de problème. Donc, je représente aujourd'hui Didier Guggenheim, qui est le directeur de TVT Innovation, qui est un incubateur de start-up et qui favorise l'innovation au sein du territoire de Toulon et qui est soutenu par la métropole, donc la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée. Au niveau du campus territorial, pour l'instant, rien n'est décidé, les réflexions sont encore en cours, mais il y a des choses qui se précisent. Ça sera TVT Innovation qui assurera l'animation dans un premier temps de ce pôle à Toulon. Un statut associatif est pressenti avec beaucoup d'acteurs locaux qui seront impliqués, notamment la région Sud, la FMES qui est là depuis, qui fait partie du tissu, TVT, bien évidemment la métropole, des gens du milieu associatif, dont le CCIRT et quelques associations professionnelles, et également les universités d'enseignement. Des industriels, au niveau des industriels, ça sera des entreprises comme Egeri, comme Naval Group, qui sont très implantées au niveau du territoire. Et donc, c'est les ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Également les autorités gouvernementales, par le biais de la gendarmerie, de la DRSD et la marine nationale. Et donc, pour un démarrage, pour une première version en début d'année 2025, et le totem sera la Maison du numérique et de l'innovation au cœur de Toulon. Il y a un deuxième lieu qui est en prévision et qui pourrait accueillir le pôle définitif, qui est l'actuel Technopôle de la mer, où on retrouve le pôle mer et Naval Group. Il y a des bâtiments qui sont en prévision, et donc ça sera, je pense, pour la fin d'année 2025. Au niveau de l'offre de services du pôle, on reste bien évidemment sur un petit peu comme les autres, sur les piliers de la cyber, en ayant une attention sur les formations et la sensibilisation. Donc, le but est d'accompagner les acteurs locaux et d'élaborer une
cartographie des organismes offrant de la formation et de la maintenir à jour et d'identifier le maximum de cursus de formation. Ça va des écoles d'ingénieurs grâce à l'ISEN principalement, qui est très active, et notamment les lycées également qui offrent ou des bac+2, des BUT ou des bachelors, voire même des filières pro qui sont spécialisées dans la cyber. Donc ça, c'est un des travaux qui est mené pour en faire profiter à la fois les acteurs locaux et à la fois faire rayonner dans la région et consolider justement le travail de tous les autres pôles. Le développement également des collaborations entre les acteurs privés et publics. Donc là, c'est plus, enfin, c'est un volet opérationnel. Donc s'appuyer sur des acteurs comme Naval Group ou Thales. On a la chance, entre guillemets, la chance d'avoir la Marine nationale et la Direction générale de l'armement qui sont présents et qui mettent beaucoup de boost au niveau local et de les mettre en relation avec donc les partenaires un peu plus privés comme les réseaux de la French Tech, du Clusier, de Hacking Provence également, du SHL dont a parlé François juste précédemment, et également un relais fort du CSIRT pour la réponse à un incident. Normalement, le CSIRT sera géographiquement positionné dans le pôle territorial, bien qu'il sera présent dans les 4 pôles pour coordonner, pour faire rayonner le travail mis fait dans son écosystème, mais également pour favoriser l'accession à la réponse à incident, au conseil, aux remédiations. Donc, il y a ce côté-là. Également une réflexion sur un label cyber régional, donc pour l'instant qui est mené au niveau du pôle, mais qui pourrait être étendu au niveau du territoire, toujours dans la même logique de cartographier les acteurs, à la fois les offreurs de solutions, à la fois les acteurs qui auraient besoin de solutions, donc mettre en avant justement cette collaboration. Et un dernier point, c'est l'innovation, où grâce à la défense et aux industries de pointe, on a la chance d'avoir des projets de recherche en commun. Donc, on faudrait le soutenir, le faire rayonner avec la création d'un cyberlab et également d'une chaire cyber pour aider et favoriser un petit peu tous les travaux communs en matière de cyber. Nous, le focus de Toulon, c'est vraiment cette appartenance à la défense, entre guillemets, et de faire un focus sur une spécificité du territoire qui est l'IA et la cyber embarquée, que ce soit à la fois pour la Marine nationale, que ce soit pour les drones, que ce soit aériens ou sous-marins. Il y a beaucoup d'études qui sont faites autour de ça, et donc ça pourrait être pour l'instant, c'est une des pistes qui est prise pour favoriser ça au niveau de la région. Et donc en fournissant, encore une fois, une carte des acteurs qui favorisent l'innovation. Voilà, j'ai essayé de faire vite pour pas prendre trop de temps. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous remercie. Vous êtes là? On est là, Damien. Merci. Je vous laisse la parole à Salon. Ça marche, qu'on a perdu Fabienne. Effectivement, ce serait en mettant OK. Alors, côté Salon de Provence, est-ce que vous voyez notre toute petite présentation? Ouais, c'est bon, vous voyez la présentation? Non. Est-ce que quelqu'un peut réagir? Oui. C'est bon. Elle est arrivée. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Rioux et je suis accompagné par le commandant Menley, qui est le chef du centre d'excellence cyber. Donc, en quelques mots, côté Salon de Provence, alors projet porté par l'École de l'air et de l'espace, je le rappelle ou je le précise, donc c'est bien sûr l'école qui forme l'ensemble des officiers de l'armée de l'air et de l'espace à l'échelle nationale, qui a en son sein le centre d'excellence cyber. Alors, si tu veux bien, Alain, je te propose d'en dire une toute petite présentation en quelques secondes, puisque tu es là. Oui, bonjour. Le centre d'excellence cyberdéfense aérospatiale a plusieurs missions au-delà de la formation des officiers. On a aussi des formations qui sont des formations continues en cybersécurité, donc axées sur la réponse à incident, la vacillation numérique dans un premier temps, et ça tend à évoluer. Et on est aussi porteur d'événements, donc ça sera le sujet du dernier slide. Donc je ne vais pas en dire plus et je compléterai à ce moment-là. Ok.
Donc, on fait partie effectivement de la carto. L'idée, c'était bien d'être sur la carte régionale des spots cyber. On se positionne comme un ensemblier en rassemblant les différentes entités dont vous voyez les logos. Alors, il y a des discussions qui sont plus ou moins avancées selon, mais globalement, vous comprenez le positionnement du campus salonnais avec un positionnement très, très aéro, donc avec une approche filière thématique. L'idée étant, et c'est déjà en partie le cas, mais d'être une sorte de hub des sujets, des acteurs aérospatial / défense et de l'industrie 4.0, donc des grands industriels, notamment tous les grands indus qui sont autour de l'étang de Berre. On a par définition une coloration très formation, recherche et innovation, avec bien sûr quand même un focus sur le volet formation, où l'idée là, c'est de savoir animer un comité de perfectionnement des différents acteurs dont vous avez vu les logos juste avant, pour faire que les formations qui sont soit dispensées par les établissements qui font déjà partie de notre, disons, gouvernance, soit d'autres établissements qui seraient bien sûr positionnés dans la région, puissent donc évaluer et faire évoluer les formations pour qu'elles correspondent aux besoins exprimés par les employeurs. Voilà, et puis l'idée aussi d'être une espèce de réservoir d'intervenants à dispatcher sur les différentes formations qui sont encore une fois dispensées soit par notre gouvernance, soit un peu plus largement. La partie événementielle, donc l'idée aussi, là aussi pour faire exister Salon-de-Provence sur la carto, c'est de continuer à faire ce qu'on fait déjà en partie, mais de le faire de manière plus industrielle, si je puis dire, des événements. Donc vous voyez qu'on peut accueillir des événements d'Aquin-Provence, de l'AFCIN, qu'on peut accueillir, et ceci on le fait déjà, et je le dis aux participants de ne pas hésiter à venir organiser des séminaires ou des événements autour de la cyber au sein de l'école, qui a une multitude d'espaces qui s'y prêtent bien. On aura, nous aussi, à terme, la possibilité d'accueillir des entreprises sur une offre type pépinière, mais honnêtement, là, on est sur un bâtiment qui va tout juste commencer sa vie de construction, donc on est sur quelque chose qui ne sera pas opérationnel avant 2028. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas indiqué ici. Et puis, donc, il y a un workshop. Alors, peut-être que je te passe la main, Alain, sur la partie workshop cybersécurité 2025 et cyberstude. Je vais le faire en affichant la prochaine slide. On a commencé à faire de la communication sur la deuxième édition de la journée Cybersud. C'est un cycle de conférences. Donc, la première édition qui avait lieu en décembre de l'année dernière était constituée de 4 conférences. Cette année, on est sur 16 conférences. Donc, on a de nombreux acteurs qui viennent et intervenants de qualité. L'idée, c'est qu'on ait une thématique aussi pour se différencier, pour que ça ait un petit peu de sens. Il y a une thématique vraiment prononcée sur chaque édition. Donc, on a défini celle-ci sur la réponse à incidents, qui est en cohérence avec les différents échanges qu'on a pu avoir, notamment du CISER, ici présent. Donc, réponse à incident à l'investigation numérique pour le 27 novembre. Et on a donc l'édition d'après, qui est parce que ça a une vocation, en tout cas, à avoir lieu chaque année, sur un thème aussi qui est en cours de définition. Et le workshop est aussi une volonté. Alors, le workshop, comprendre par là que c'est un atelier. Donc, on est sur une demi-journée, voire une journée. On répond aussi à un besoin qui peut être un besoin de découverte, aussi bien pour la partie apprenante, donc lycéens, jusqu'aux écoles d'ingénieurs, voire collégiens, ou alors sur une partie un peu plus professionnelle. Cette année, il n'y a pas eu d'édition. L'année dernière, on était sur l'introduction à la rétro-ingénierie et on est en train de préparer le prochain pour début 2025. Merci beaucoup. Voilà, côté salon, le petit pitch qui tenait en 3-4 minutes. La boucle est bouclée avec les 4 campus cyber de la région. Vous m'entendez? On va passer maintenant juste une petite minute la parole à Simplon. On s'adapte, puisque FESSAL a une offre plutôt sympathique autour de la cyber à proposer, avec une formation
gratuite. Faisal, est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous pouvez passer peut-être votre slide avec cette offre attractive pendant une petite minute avant de démarrer la session questions-réponses? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous pouvez me renvoyer l'invitation? Je crois que j'ai cliqué sur le pop-up. Ça va être trop long puisque non, ça ne va pas être possible. Écoutez, est-ce que vous pouvez au moins parler de cette offre de formation que vous pouvez bien sûr. présenter? Ok, allez-y. J'ai un petit slide si. Oui, mais je vous ai désigné présentateur. Ah, ok, je l'affiche là, vous le voyez? Non. Alors attendez, hop, si je fais ça. Oui, super. Super, ok, voilà, hop. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Faisal Boukout, je suis responsable du développement corporate chez Simplon. Hop, ça saute. Excusez-moi. Et je suis là aujourd'hui, donc là, chez Simplon, je travaille sur la partie corporate, donc formation de salariés. Vous savez que Simplon est une école spécialisée sur les métiers de la tech. L'idée, c'est de rendre accessible les métiers de la tech pour toutes et tous. Et la partie corporate chez Simplon, donc plutôt formation de salariés, projet sur mesure. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de cette formation Devenez expert en cybersécurité, qui est cofinancée par un programme européen en partenariat avec le Campus Cyber et Microsoft. C'est une formation de 5 jours, entièrement prise en charge. Et voilà, vous n'avez qu'à scanner le QR code pour en savoir plus ou me contacter par téléphone. L'idée étant voilà, de faire profiter l'écosystème de cette formation. Donc, n'hésitez pas à me contacter, je vous en dirai un peu plus. Voilà, voilà. Il n'y a pas de démarche administrative auprès de l'OPCO, c'est vraiment juste une convention entre Simplon et l'entreprise, ni plus ni moins. Ok, merci beaucoup. Vous avez les dates qui sont affichées normalement et je me tiens à votre disposition à tout moment. Très bien, merci beaucoup. Si vous m'entendez, on va passer maintenant à quelques questions, si vous êtes prêts. Célia, François, Guillaume, Damien, Clément. Des questions. Une question d'abord peut-être à l'ANSSI aussi, concernant la NIS 2. Concernant la sécurité des ressources humaines, est-ce que la NIS 2 va changer quelque chose pour les entreprises qui opèrent des services en France, mais depuis l'étranger? Par exemple, lorsqu'une entreprise basée en France a un support à Tunis. Alors, sur le support en tant que tel, je ne saurais pas vous répondre. Et puis, il y a des choses, comme je disais, qui vont être précisées dans les décrets d'application de la directive. Néanmoins, effectivement, pour les entités qui sont dites essentielles, on va avoir des exigences autour de tout ce qui est la formation des personnels et parfois, effectivement, des exigences en plus sur des niveaux, je dirais, à respecter. Donc, la RH, ça va plutôt être effectivement traité dans le sens où je viens vous former. Et puis, quand on a effectivement des entités à l'étranger, il y a des choses qui pourront être précisées. Moi, j'en ai pas la réponse en tant que telle. Ok, merci Célia. Une autre question sur la désignation des entreprises. Est-ce qu'il y a toujours des exceptions pour les entreprises sensibles qui ne respecteraient pas les conditions employées ou chiffre d'affaires? Effectivement, on se laisse aussi le droit côté autorité d'avoir des désignations en fonction d'un contexte spécifique. Ça, c'est des choses qui sont aussi traitées avec nos sexes, et nos groupes de travail en ce sens. Un point peut-être aussi à ajouter, que je n'ai pas forcément précisé dans la présentation, mais je pense qu'il est important aussi de prendre en compte, c'est que lorsqu'on va être désigné, on désigne aussi forcément des systèmes d'information qui sont assujettis, qui doivent faire l'objet de mesures spécifiques. Dans la première version de la directive, on devait justement dire quel système était le plus sensible, le plus critique. On a parlé de système d'importance. Là, sur la nouvelle version de la directive, on part du principe que tout est important. Ce sera à l'entité d'aller démontrer que, par exemple, tel ou tel système, imaginons un système bureautique, ne devra pas être assujetti parce qu'on considère que voilà, il n'y a pas un niveau de criticité très important. Donc, on est aussi sur un autre dimensionnement. D'où l'intérêt de faire une analyse de risque aussi en première instance, bien définir va être critique chez nous. Ok, merci.
Peut-être, alors, le temps passe. Peut-être une question aussi qui s'adresse à tous, à l'ANSSI, mais pas que peut-être. Est-ce qu'il est prévu à court ou moyen terme de faire quelque chose pour les PME de moins de 10 employés? Qu'est-ce qui est prévu? À cet instant, en termes de directive, non. Donc la directive ne prend pas en compte. Clément a évoqué rapidement le Cyber Resilience Act, qui là pourrait s'appliquer dans certaines mesures à des petites structures. Pour rappel, le Cyber Resilience Act, donc c'est un règlement qui va imposer justement à des organisations, des entreprises, aussi également des collectivités qui proposent un service numérique, de proposer, de partir du principe que ce service numérique qui est offert est sécurisé par défaut. On parle en anglais de security by design. Et donc, finalement, pour faire de la sécurité par défaut, c'est d'avoir un développement déjà sécurisé dans les lignes de code, dans la manière dont on va avoir une architecture, mais également, c'est d'avoir des exigences internes de sécurité propre. Et parfois, effectivement, on a des structures qui développent en ce sens ces logiciels, ces services qui peuvent être concernés. Il y a également le texte en tant que tel est sorti il y a de ça quelques jours. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations dans votre moteur de recherche. Et après, par rapport aux plus petites structures, je l'ai expliqué, on va aussi avoir une logique de chaîne d'approvisionnement. Donc, les plus grands vont quand même imposer quelques exigences de sécurité au travers de clauses contractuelles, etc. pour les plus petits. C'est comme ça qu'on vise finalement à avoir un écosystème un peu plus large. Ok, merci beaucoup. Écoutez, le temps passe vite. On est à plus d'1 heure de webinaire. Donc, je vous remercie à tous. Je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay sur YouTube et sur le site du Pôle SES dans quelques jours. Je vous remercie, nous vous remercions vivement à tous pour ces différentes présentations des 4 campus cyber et cette explication très pédagogue de la liste 2 et des impacts sur les différentes entreprises et le nouveau périmètre concernés. Je vous remercie. Je vais juste afficher les prochains événements, notamment webinaires, mais autres, pour lesquels nous serions ravis de vous revoir. Donc, événement patient virtuel, le Tech Lab Day, où on met en avant quelques chercheurs dans le domaine de l'IA et de la photonique, ce sera le 8 novembre. Un Tech Talk chez Thales 10 à La Ciotat, un peu nouveau comme format, où on parlera IA, sécurité et biométrie, le 5 décembre. Et puis notre journée annuelle rencontre business au Château d'Apioline le 19 novembre. Une semaine de l'IA embarquée du lundi au vendredi, du 9 au 13 décembre, sur 5 sites en parallèle et avec un accès hybride pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Et puis un after work le 20 novembre. Voilà. Je vous remercie à tous. Les prochains webtech sont affichés. Et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci Fabienne. Et au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.